Voilà, donc Paul, vous devez voir, voilà. je Voilà. pense. Alors, donc, je vous présente très rapidement, mais il va se présenter lui-même. Andrew Milne, qui est un de nos nouveaux collègues. Enfin, moi, évidemment, je le vois plus beaucoup puisque je suis quand même pas dans le département d'anglais tous les jours maintenant, mais il a été recruté l'année dernière et on m'avait appris qu'il était spécialiste des Sikhs. Et donc, évidemment, je l'ai contacté et il a accepté de nous parler ce soir, justement, de sa spécialité. Alors, Andrew, j'aimerais bien vous poser la question, comment, d'abord, oui, comment vous êtes arrivé à Bordeaux rapidement, et puis ensuite, comment vous êtes passionné pour les Sikhs et les Sikhs dans la diaspora. Alors, bon, mais tout d'abord, merci Bernadette de m'avoir invité, c'est très gentil. Donc, mes études, en fait, je suis originaire de Londres, je vis en France depuis 35 ans, plus de 35 ans. J'ai travaillé pendant presque 30 ans à Sciences Po Toulouse, où j'ai enseigné l'anglais. Ensuite, pendant ce temps-là, ben, j'ai fait ma thèse sur les Sikhs. J'ai toujours été intéressé par des questions identitaires, peut-être par rapport à mon propre histoire et mon propre parcours, parce que j'ai acquis la nationalité française. J'étais expatrié de mon pays, donc je me posais beaucoup de questions et que je savais que, bon, en Angleterre, en tout cas, en Grande-Bretagne, je savais qu'il y avait beaucoup de Sikhs et que j'ai toujours été passionné par l'Inde. Et quand j'ai commencé à chercher un sujet pour ma thèse, j'étais intéressé par des questions identitaires, appartenance, ce genre de choses. C'était en lisant, j'étais intéressé par l'Inde énormément, j'étais intéressé par des gens expatriés, des diasporas. Et en fait, j'étais amené à lire des choses sur les Sikhs et je trouvais que c'était plutôt intéressant d'étudier ça, notamment qu'il y a très peu de recherches sur les Sikhs en France. Il y en a beaucoup dans des pays anglophones. Mais en France, à l'époque, il y avait quasiment qu'une seule personne qui s'appelle Christine Molinet, qui était une des premières personnes à faire de la recherche sur les Sikhs en Seine-Saint-Denis. Donc, je trouvais que il y avait une ouverture qui était possible sur ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait fait de la recherche, notamment sur les Sikhs et comment ce groupe ethno-religieux, parce que c'est pas qu'une religion, mais c'est aussi reconnu comme un groupe ethnique, je trouvais que c'était intéressant et que de voir comment... bon, ma thèse était sur une comparaison entre la diaspora sikh en France et la diaspora sikh en Grande-Bretagne. Donc, on verra tout à l'heure, je toucherai sur ces deux sujets-là. M- mais les deux diasporas, sikh en France et sikh en Grande-Bretagne, ne vivent pas de la même manière de par la laïcité en France et la notion d'universalisme. Et en Grande-Bretagne, le côté plutôt communautaire ou race relations, comment on gère la politique immigration. Donc, voilà, à un moment donné, je suis parti de Sciences Po Toulouse et je suis allé à l'université de Pau pour faire un post-doctorat sur une question de migration. Au moment où je devais retourner à Sciences Po Toulouse récupérer mon poste, ben, il y avait une possibilité de postuler pour un poste à Bordeaux en tant que maître de conférence. Et donc, ben, j'ai postulé et j'ai eu le plaisir de l'avoir. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri en 2024 à Bordeaux. Ah, ben, moi, Euh, je suis ravie parce que quand j'ai appris votre existence, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Très bien. On ne s'est toujours pas vu non, en chair et en os, mais bon,
bon, les écrans ont quand même leur utilité. Alors, maintenant que vous nous avez expliqué votre parcours, vous allez nous parler des cycles. Alors, on avait préparé, hein, et Oui. l'idée, c'est quand même d'expliquer un petit peu qu'est-ce que le sikhisme, hein, avant de rentrer dans le détail de leur vie en Occident. Comment est-ce que vous vous présenteriez les sikhs? Alors, comme j'ai expliqué, ma recherche porte sur la diaspora sikh. Et pas proprement dire sur la religion. Mais je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux, forcément, parce que c'est un groupe ethno-religieux et les Sikhs, par définition, ça va former ou modifier leur façon d'être et leur vie. Donc, c'est vrai que le sikhisme en tant que religion est central à la vie de ces gens qu'on pourrait qualifier, on verra tout à l'heure, ils n'ont pas d'État aujourd'hui, ils ont eu un empire, mais ils n'ont pas un État, et donc on pourrait les qualifier de nations sans État. Et donc, les origines de sikhisme se trouvent avec une personne qui s'appelle Guru Nanak, qui vit au 15e, 16e siècle. Et c'est à cette période-là que dans le Pendjab actuel, c'est-à-dire à cheval sur l'Inde et le Pakistan, que un jour, selon les dires, il part, il va se baigner dans la rivière et il est introuvable pendant 3 jours. Quand il reviendra, il ne veut pas parler, il ne veut pas s'exprimer, il finit par le faire, mais il a une intervention divine et il explique qu'il dit qu'une seule phrase qui est: il y a ni hindou ni musulman. Et ce qui veut dire par là, c'est que non pas que ces religions n'existent pas, mais que il est persuadé, il est convaincu que Dieu est partout et que Dieu habite chaque élément dans le monde, que ce soit un objet, une personne, il est absolument partout et à l'intérieur de chaque personne. Et que donc, toutes ces personnes sont liées et que ce que nous, on donne comme étiquette, ou ce que les hindous et les musulmans donnent comme étiquette confessionnelle, est uniquement les hommes qui le donnent. Mais ce n'est pas c'est pas Dieu qui le donne, ça. Et qu'en fait, on est tous de la même religion, on a tous été créés par Dieu. Donc, il est persuadé donc de ce fait qu'il y a des éléments, on vit dans des sociétés où il y a, pour lui, dans certaines religions, il y a une inégalité, où il y a trop de rituels, trop d'obligations à faire des choses d'une manière ou d'une autre, de parler à Dieu par des prêtres, par exemple, ou des représentants de Dieu. Et pour lui, ce n'est pas le cas. Il est persuadé qu'il a une mission et donc il va partir en voyage pendant 20 ans, 25 ans, où il va parler avec des sages, des gens qui sont religieux. Il va aller au Sri Lanka, au Tibet, au Népal, il va aller à Bagdad, et il va parler avec des gens pour méditer sur la question de l'existence. Et après, il va revenir à Kartarpur, qui se trouve à côté de Lahore, au Pakistan, et il va fonder un endroit là où il va disséminer sa religion, qui est le sikhisme. Sikh veut dire étudiant, une personne qui étudie. Donc, pour lui, le sikhisme, c'est principalement, c'est basé, on verra tout à l'heure les valeurs, les préceptes, mais globalement, c'est globalement cultiver une compassion pour l'humanité, c'est agir sans haine, c'est être prêt à défendre autrui et c'est résister à l'oppression
et avoir une égalité entre les hommes et les femmes et les hommes. Donc, ça se crée principalement à un moment donné, à cette période-là, où il y a des castes qui vont gérer la vie de tous les gens et qu'il il va, il pense que ce système de caste doit être oublié et que toutes les personnes doivent être des égaux dans la société. On verra tout à l'heure éventuellement si le système de caste est banni totalement de la religion sikh et pour les sikhs si ça existe ou pas. Donc, il y a aujourd'hui environ, on va dire, 25 à 30 millions de Sikhs dans le monde. 90% de ces gens se trouvent en Inde. En Inde, ils sont minoritaires, pourtant, ils représentent 2% de la population indienne. Donc, c'est une minorité. Euh, on peut dire ils sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Le diaspora sikh, c'est très étendu. Du fait que, bon, pour plusieurs raisons, euh, mais l'Empire britannique contribue au déploiement de ces gens un peu partout dans le monde, mais aussi le fait de ne pas avoir d'État aujourd'hui contribue à la diaspora sikh et le fait que ces gens partent à des moments spécifiques de l'histoire. Ça peut être au XXe siècle, à partir de 1980, par exemple, où ils vont partir dans d'autres pays. Donc, ils peuvent se trouver dans des pays que, bon, forcément, en Grande-Bretagne, on imagine qu'ils puissent s'y retrouver. Ça, c'est vrai. Il y a à peu près une demi-million de Sikhs en Grande-Bretagne. En Inde, au Canada, il y a 750 000. C'est le premier pays dans le monde dans lequel se trouvent les Sikhs. En France, on pourrait estimer il y a 15 ans, on estimait qu'il y avait à peu près 30 000, 25 000, 30 000 personnes. Aujourd'hui, on pourrait évaluer, 15 ans plus tard, qu'il y a peut-être 45 000 avec des augmentations de population habituelles. Si on regarde en Europe, par exemple, l'Italie, c'est le premier pays en Europe dans l'Union européenne, pardon, où se trouvent les Sikhs. Alors que c'est très étrange parce que l'Italie ne reconnaît pas le sikhisme comme religion. Donc, mais il y a plus de Sikhs en Italie pourtant que tout autre pays européen. Mais on retrouve des Sikhs partout dans le monde, au Japon, au Mexique, ils sont partout. Donc, on peut dire qu'il y a globalement il y a 10 gourous. Le gourou Nanak, il a une femme, il a des enfants, il a des fils, mais il veut pas que le sikhisme devienne héréditaire et donc il ne donne pas sa religion, de continuer la religion à ses fils, il le donne à quelqu'un d'autre, à un fidèle. Et donc, le deuxième gourou s'appelle Gourou Angad, et qui, d'ailleurs, va instaurer une façon particulière à écrire qui s'appelle le Gurmukhi, ce qui veut dire littéralement l'écriture de la bouche du gourou, qui va être plus facile à lire pour des gens qui ne sont pas instruits. Donc, c'est différent la différence par rapport au sanskrit, par exemple, qui nécessite l'utilisation ou l'aide ou l'assistance de quelqu'un qui sait lire. Donc, c'est le Gurmukhi, à partir du deuxième gourou, devient la façon d'écrire le script des Sikhs et qui devient associé généralement avec
avec les Sikhs. Il y a donc 10 gourous et après le 10e, il n'y en a pas d'autres qui sont C'est le humains. gourou Granth Sahib, c'est le 10e, Voilà, ouais. c'est le gourou Granth Sahib qui est le livre sacré des gourous, des 10 gourous, et pour les Sikhs. Donc, qui est élevé au rang d'un gourou vivant. Il est sur un trône dans les Gurdwara, qui sont les temples des Sikhs. Il est considéré comme, le livre est considéré comme vivant. Et Oh, donc, c'est le dernier gourou qui existe. Il n'y en a pas d'autres après. Mais il n'y a pas de prêtre dans le sikhisme. d'accord. Et alors, quelles sont leurs valeurs alors aux Sikhs? Leurs valeurs spirituelles, leurs pratiques aussi, je pense que vous allez en parler. Voilà, puis Oui, je vois que vous allez parler aussi des variantes avec l'hindouisme. oui. Très bien. Donc, les valeurs spirituelles, comme j'ai indiqué, c'est que les croyances que la religion sikh, il y a un seul Dieu unique qui s'appelle Ik Onkar, Waheguru, cette notion que Dieu habite absolument partout. Qu'il est dans tout objet, avec forme, sans forme, avec vie, sans vie, il est absolument, il habite tout. Il y a une notion effectivement, de méditation chez les Sikhs. Il n'y a pas de notion de confession. Il y a une grâce divine. Si les Sikhs font des erreurs, il faut qu'ils méditent à l'intérieur d'eux, parce que en fait, Dieu habite à l'intérieur de chacun, et que donc ils doivent. Ça ne veut pas dire que juste parce que Dieu est à l'intérieur de chacun, qu'ils ne peuvent pas commettre des erreurs, mais il faut qu'ils reconnaissent ces erreurs. Il y a une prière personnelle, méditation, une transformation véridique et authentique, et de cesser l'action et revenir à une vie honnête, hein, qui s'appelle Kirat Karni. Donc voilà, il y a la notion aussi, Guru Nanak pense que l'individu doit être engagé et pas la vie d'ascète. Il ne doit pas se retirer du monde parce qu'il parle beaucoup avec des sages et qui pensent que les deux sont. Ce n'est pas possible de réconcilier les deux. Il faut, si on veut méditer dans d'autres religions, il faut se retirer du monde, hein. Il faut parler à Dieu, il faut méditer sur l'existence seul avec Dieu. Et Guru Nanak ne pense que ce n'est pas vrai. Il pense qu'on doit vivre dans le monde et qu'on doit à la fois pouvoir se détacher, mais vivre dans le monde en même temps. Et donc, être engagé, et c'est pour ça que c'est important, comme j'ai indiqué, de cultiver cette notion de compassion et d'humilité, de contrôler l'ego et d'agir envers les autres, de défendre les autres sans haine, etc. Et de résister aussi à l'oppression, ce qu'ils feront plus tard. On peut prendre des exemples, on reviendra sur ça quand ils sont en Angleterre et ils doivent lutter pour pouvoir porter leurs signes religieux et le turban notamment. Donc, ils ont des refus ces rituels qui peuvent exister. Je ne sais pas, par exemple, la confession, ce genre de choses. Les rituels ne font pas partie de la religion, mais on peut voir que plus tard, avec le 10e gourou, gourou Gobind Singh, que les rituels vont se former et vont devenir véritablement l'identité des Sikhs. Et là, ce que vous montrez, c'est le temple d'or, c'est ça?
Voilà, c'est le Temple d'Or qui se trouve dans la ville d'Amritsar, qui est au Punjab, qui est proche de la frontière avec le Pakistan. Donc le vrai nom de ce sanctuaire s'appelle Harmandir Sahib. C'est le bassin qui s'appelle Amrit Sarovar, qui est le bassin de nectar, qui est construit en 1577 par le quatrième gourou Ram Das. Et c'est le gourou, le cinquième gourou, Arjan, qui construit ce sanctuaire. C'est l'empereur Ranjit Singh qui va au 19e siècle rendre la couleur au doré le temple. C'est construit, vous voyez que la ville est autour et vous la voyez qu'elle est surélevée par rapport au sanctuaire Harmandir Sahib. C'est parce qu'il faut descendre les escaliers et descendre en bas pour symboliser l'humilité. Euh, D'accord. Mais donc, alors, pardon, c'est bien là, je suppose que vous allez peut-être en parler après, mais c'est bien là qu'il y a eu les gros problèmes quand ils ont voulu avoir un État et que Indira Gandhi a envoyé l'armée et où il y a eu beaucoup de massacres, ce qui va provoquer après son propre assassinat. C'est tout à à fait. partir de ce temple. Tout à fait. Quelle C'est, est la place des Sikhs justement dans la société indienne? elle est Quelle est justement la place des Sikhs de nos jours dans la société indienne? Alors, on peut Oui, voir historiquement. Oui. au moment de la partition, ça pose véritablement problème parce que les Sikhs, en fait, ils ont, en quelque sorte, ils ont peur avec la séparation, là, avec la partition du Pendjab. Le, L'ancien empire sikh se retrouve à cheval sur le Pakistan et sur l'Inde. Donc les Sikhs ont en quelque sorte peur qu'ils vont être Oui, engloutis dans une nation qui est musulmane, qui est religieux dans un État qui est religieux, et qu'ils vont subir des conséquences d'effacement. Donc, ils sont plutôt pour se rallier à l'Inde, parce que l'Inde va être laïque et va accepter toutes les religions. Donc, le fait d'avoir cette partition va poser problème. Et parce que les Sikhs vont partir du Pakistan, ils vont revenir sur l'Inde. Ils vont et c'est en quelque sorte, c'est de cette manière-là que on se retrouve aujourd'hui avec 60% des personnes qui habitent le Pendjab qui sont sikhs. Euh, donc, ils se retrouvent sans nation à un moment donné. Et ils ont pas de, alors qu'ils ont une grande nostalgie quand même de l'Empire sikh, qui dure de 1799 jusqu'à 1849. Donc c'est relativement court, mais ça reste quand même extrêmement central dans la nostalgie, dans l'existence, l'identité des Sikhs. Et d'accord. donc, euh, il va avoir dans les années 80 effectivement une idée qui va venir de séparatisme qui va poser problème pour l'État indien. Et que, effectivement, notamment Indira Gandhi, le Premier ministre, va envoyer en 1984, elle va envoyer les Oui, chars oui. à l'intérieur du temple à la recherche des séparatistes, des militants activistes qui s'opposent à l'État indien. Et donc,
ça crée une grande départ des militants de l'Inde. À ce moment-là, ils vont partir, ils vont avoir, et c'est notamment pour ça qu'ils sont venus en France à cette époque-là, parce qu'ils ont eu des problèmes pour pouvoir aller en Grande-Bretagne, qui s'est fermé les portes à cette Ah époque-là. oui, d'accord. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus en France. Ils Parce que commencent à la venir, Grande-Bretagne ne oui, les acceptait pas. D'accord. voilà. Et donc, ils commencent à s'expatrier. Après, bon, effectivement, c'est ces gardes de corps d'Indira Gandhi Oh, je l'aurais assassiné, ils oui. vont l'assassiner dans son jardin, dans le jardin, pour se venger. Parce que la suite le problème, c'est que par la suite de cette Blue Star Operation, opération étoile bleue, ça s'appelle, quand elle envoie les chars dans le temple, c'est que il va se propager partout dans le pays des massacres de Sikhs. Donc, les Sikhs aujourd'hui appellent ça un génocide. On pourrait le qualifier peut-être de pogrom, mais en tout cas, il y a des milliers de Sikhs. On ne s'accorde pas sur le nombre de personnes qui ont pu être assassinées à cette époque-là. Mais bon, il y a des reconnaissances que, il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été assassinées à cette période, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce marqueur identitaire des Sikhs qui est le fameux turban, et éventuellement aussi le kirpan, le poignard, là? Oui. Donc, bien sûr, turban, c'est éventuellement, on va dire que c'est le marqueur le plus symbolique des Sikhs. Même si je dirais aussi que on verra tout à l'heure que les Sikhs sont souvent confondus avec d'autres personnes parce qu'on ne connaît pas, c'est une religion relativement récente, même s'ils sont un peu partout dans le monde. Euh, et même quand on a des liens très forts comme en Grande-Bretagne, ben, ils sont quand même confondus par des gens parce que on ne sait pas Mhm. qui véritablement porte un turban et pourquoi. Et surtout après, effectivement, les attaques terroristes du 11 septembre. Donc, le turban, c'est le plus connu. En fait, c'est en 1699 que le 10e gourou, Gourou Gobind Singh, dit que, il y aura des symboles qui deviennent particuliers pour les Sikhs. Donc, ils les appellent les 5 kakars. Donc, qui est, comme vous voyez là, c'est Kesh, Kara, Konga, Kirpan et Kachera. Donc, ce qui revient à des choses que j'ai dit tout à l'heure, ils doivent porter toujours avec eux un kirpan qui leur permet à être prêts à tout moment à défendre autrui, à défendre les faibles. Il faut se rappeler que le neuvième gourou, qui est Gourou Teg Bahadur, il est exécuté à Delhi par les Moghols parce que il a fourni, il a voulu se battre pour défendre la liberté religieuse des hindous au Cachemire. Donc, on peut se rappeler également que l'empereur Ranjit Singh vit dans un empire qui est multiconfessionnel. Ce n'est pas que pour les Sikhs. Donc, le Kirpan permet à tout Sikh de défendre et de résister à l'oppression et être prêt à défendre autrui à n'importe quel moment. Donc, le Kanga, c'est une peigne parce que les Sikhs ne doivent pas couper leurs cheveux ou se raser la barbe, parce que en fait, ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, dont on a parlé, c'est-à-dire que toute chose vient de Dieu
toute chose est Dieu et que donc, si on a les cheveux, ben, c'est un cadeau de Dieu et c'est Dieu en même temps. Donc, il ne faut pas les couper, les cheveux. Donc, en fait, le kanga, c'est le peigne, cette peigne, c'est pour rappeler aussi que de garder toujours ce cadeau bien en forme et de le protéger, de le garder propre, etc. Donc le turban, qui devient un symbole identitaire des Sikhs, c'est c'est un grand débat si c'est une obligation de le porter ou pas, de ne pas le porter. Mais en tout cas, Vous pouvez nous avancer la diapo, qu'on le oui, voit bien. oui, tout à fait. Voilà. Ah, voilà, 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 avec Donc, moi. en tout cas, c'est pratique pour couvrir les cheveux, mais c'est devenu une marqueur d'identité pour les Sikhs aujourd'hui. Les autres symboles que nous avons, le kara, qui est un bracelet en fer, qui est censé être en fer et pas dans une autre métal, parce que c'est censé être porté à la portée de tout le monde. On est censé le porter et ça rappelle à chaque sikh, chaque acte qui fait et qui prend, ben, il sent que le kara bouge sur sa poignée et ça doit lui rappeler que tous ces actes ont une importance et une portée. Le kashera, c'est un sous-vêtement qu'il doit porter pour l'indiquer qu'il doit être toujours prêt à pouvoir se battre, toujours être à tout moment, à n'importe quelle heure de la journée, il doit être prêt à pouvoir sortir et se battre. Donc ces marqueurs, effectivement, deviennent des marqueurs d'identité. En même temps, tous les Sikhs portent le même nom. Tous les hommes s'appellent Singh et toutes les femmes s'appellent Kaur. Donc Singh veut dire lion, Kaur veut dire princesse. Et c'est une façon de pouvoir contourner les problèmes qui est demandé par Guru Gobind Singh, le 10e gourou, en 1699, de pouvoir effacer les systèmes de caste. Donc, après, est-ce que ça efface ou pas? Il y a des gens qui font des études sur les castes chez les Sikhs. Moi, j'en fais pas, mais voilà, ils savent de quelle caste ils sont. Ils peuvent dire que telle personne est de telle caste ou de telle caste, même aujourd'hui encore. Donc, voilà, il y a il y a des pratiques comme j'ai indiqué là, le Vanchakna par exemple, qui est le partage, qui sont propres aux Sikhs, c'est-à-dire ils doivent partager ce qu'ils gagnent à d'autres. Ce qui va dans les Gurdwaras, les temples sikhs, va permettre de, de financer et de subventionner les repas qui sont pris chaque jour, 3 fois par jour dans les Gurdwaras qui sont fournis gratuitement à n'importe quelle personne qui rentre. Donc, D'accord. Est-ce que je peux justement vous demander, est-ce que quand ils doivent partager, est-ce qu'il y a, comme chez certains groupes, l'équivalent d'une dîme ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un montant particulier qu'ils doivent donner au groupe ou est-ce que c'est libre? alors, c'est libre, ils donnent ce qu'ils peuvent et donc ils récoltent. Je sais à Paris, par exemple, dans certains Gurdwaras, il y a les frais de bouche chaque mois, ils reviennent à des dizaines de milliers d'euros, à 15 000 euros. Ils peuvent, dans le plus grand Gurdwara, ils peuvent nourrir 3 000 personnes par jour. Et ils le font tous les jours. Donc, c'est la notion de ce que les Sikhs appellent seva. Et seva, c'est le rejet
de l'intérêt personnel. On doit être désintéressé. On doit travailler gratuitement au Gurdwara, au langar. Et le D'accord. langar, c'est le réfectoire. Et là, maintenant, on avait prévu que vous développiez un petit peu, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, la question de l'empire sikh. Hmm. Alors, est-ce que vous voulez nous Oui, rajouter quelque chose dessus? Oui. oui. Donc, l'Empire sikh, c'est Ranjit Singh qui est le premier empereur qui a réussi à unir les missiles qui sont des personnes qui vont gouverner des territoires. Il va réussir à les unir en 1799. Il a 18 ans à l'époque. Il est, l'Empire va durer 50 ans, ce qui est historiquement très peu, mais qui va avoir une grande importance. Il va avoir un État, comme j'ai dit, multiconfessionnel. Il va avoir une, euh, une façon de gouverner euh, qu'on peut qualifier, que certains en peuvent qualifier par despote Éclairé, oui. éclairé, exactement, et que en fait, il est peut-être très en avance pour son époque. C'est considéré effectivement comme l'âge d'or symbolique de l'époque et que bon, le capital se trouve à Lahore, qui se trouve au Pakistan, bien sûr, aujourd'hui. Et les Sikhs, aujourd'hui, on garde toujours en tête cette notion de leur État, surtout ceux qui sont parce qu'il y a quand même une montée de nationalisme chez les Sikhs dans la diaspora et aussi en Inde, mais plus facilement à l'extérieur, pour un État qui serait basé sur euh, sur les mêmes formats, multiconfessionnels, plutôt ouverts à tout le monde. Ils sont, par exemple, au Langar, ce réfectoire, ils vont fournir des repas qui sont uniquement végétariens, par exemple. Alors que les Sikhs, ils peuvent manger de la viande, Oui. et- mais ils doivent pas manger de la viande qui a été tuée par rituel. C'est la seule chose. Ils peuvent pas manger de la viande qui est halal, par exemple, Ah oui, d'accord. au kasher, mais ils peuvent manger de la viande. Mais bon, parfois pour des raisons financières, ils mangent des repas végétariens, au régime végétarien, mais au Langar, ils servent que des repas qui sont végétariens, justement parce qu'ils peuvent accueillir tout le monde de D'accord. cette manière-là. D'accord. Et alors justement, est-ce que si vous avez terminé là avec l'empereur, est-ce que vous pouvez justement nous parler maintenant des problèmes dans la diaspora? Oui, donc Puisque vous avez beaucoup travaillé là-dessus, oui. alors, la diaspora, ben, moi j'ai travaillé sur la diaspora en France et la diaspora en Grande-Bretagne. Bien sûr, il y a une différence qui est fondamentale, qui est la laïcité, surtout depuis le début du 21e siècle, en 2003, avec la mise en place de la loi contre le port des signes religieux. Donc, il y a des différences entre les deux. Ils sont venus à des moments différents. Déjà, en Grande-Bretagne. Donc, en France, c'est plus récent. C'est depuis les années 80 qu'ils commencent à venir. Ils sont plutôt réfugiés à cette époque-là. En Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas. Ils viennent par d'autres régimes. Ils viennent en 1849 parce qu'il y a une loi qui permet n'importe quelle personne de l'Empire britannique de devenir, ou de l'ancien Empire britannique, de devenir britannique. Et donc, il y en a certains qui viennent de cette manière-là parce que justement, ils sont un État, une nation sans État, ils n'ont pas d'État. Donc, il y en a qui viennent.
C'est donc une communauté qui est plus ancienne en Grande-Bretagne, qui est reconnue juridiquement progressivement surtout avec le turban. On a à partir des années, fin des années 50 en Grande-Bretagne des campagnes de turban, notamment. Il y a une grande différence entre les deux, c'est que en France, il y a des procès qui sont portés devant les tribunaux contre l'État, alors qu'en Grande-Bretagne, l'État n'a jamais été poursuivi en fait. C'est des entreprises qui ont été poursuivies, c'est des compagnies de bus parce qu'ils travaillaient beaucoup dans les transports, mais les Sikhs ne pouvaient pas porter leur turban parce que c'était contre l'uniforme. Donc c'était les syndicats qui étaient contre le port des turbans. Et que en France, ce n'est pas la même chose. Donc, et en plus, c'est une époque différente. Je veux dire, les années 50, 60, 70, on commence à mettre en place des reconnaissances, des lois antidiscrimination pour la première fois, où petit à petit, on reconnaît l'existence d'autres personnes sur le territoire et que ce n'est pas le même époque. En plus, ce n'est pas le même nombre de personnes. Il y a beaucoup plus. En plus, ils sont, ils ont un lien très fort. Ils sont capables de s'unir pour leur identité et ils font beaucoup de grèves. Ils Ah oui, menacent ah oui, mais oui. ils sont combien en Angleterre, en Grande-Bretagne? Alors aujourd'hui, ils sont une demi-million. Ah, Hein. un demi-million, oui, d'accord. Million. Oui, oui. Voilà, ils sont à peu près 500 000 personnes, mais dans les années 50 et 60, ils menacent de s'immoler par le feu devant le Ah Parlement. oui, ah oui. Ils s'unissent, ils font des marches, ils manifestent. Le gouvernement, à cette période, a très peur. Ils sont des années 60-70, ils ont trop de problèmes économiques pour lutter sur plusieurs fronts en même temps. Donc, ils cèdent pas mal de reconnaissance aux Sikhs. Les Sikhs aujourd'hui en Grande-Bretagne, ils ont le droit de porter leur kirpan, leur Oui, dague en public. Ils peuvent le porter dans des écoles. oui. On propose dans des écoles scolaires, dans des établissements scolaires, on propose aussi que de porter un kirpan factice en plastique. Mais ils peuvent refuser, et s'ils le refusent, ben, ils ont le droit aujourd'hui ils ont des exemptions à la loi. Ah, ils Je sont me pas. souviens, ouais, ouais. Non, Allez-y. je me souviens, on avait beaucoup parlé, mais il y a longtemps de ça, du fait que quand on fait de la moto en Angleterre, il fallait absolument avoir le casque. Et donc, il y avait eu un procès, c'est allé évidemment Tout à été fait. jugé, et les Sikhs avaient obtenu le droit de ne pas porter de casque en disant, mais écoutez, nos cheveux et le turban nous Oui, servent de casque. Donc, oui, c'était tout à fait intéressant d'observer tout ça, il oui, y a au moins 20 ans, hein, je pense, hein, déjà. tout à fait. Oui, c'est dans les années 60. Oui, donc, Ah oui, c'est ça, alors, oui. et donc après, sur les sites de construction, ils ne sont pas obligés de porter des casques de protection non plus. Ils peuvent porter le kirpan. C'est les seules personnes en Grande-Bretagne qui peuvent porter une arme blanche sur eux à n'importe quel moment, même dans des établissements scolaires. Donc, c'est assez étonnant. Donc, en Et France, alors, comment est-ce qu'ils vivent? Alors, en France, justement, comment est-ce que ça se passe? Parce que je suis sûre qu'enfin, je me souviens pas l'avoir étudié, enfin, même l'avoir vu. Est-ce qu'en France, ils peuvent porter le kirpan à l'école? non, ils ne Ah, peuvent c'est ça, pas. voilà, oui. Non, non, ils n'ont pas le droit de porter le kirpan, mais tous les procès qui ont eu lieu au début de 21e siècle en France, au cours européen des droits de l'homme, ça se portait sur le turban uniquement. C'était le droit de porter le turban. Euh, D'accord, Ce qui était interdit dans des établissements scolaires, ils étaient exclus. Ils ont fait des procès contre l'État. On peut voir que ils ont perdu
gain de cause a été donné à la France à la Cour européenne des droits de l'homme, mais aux Nations Unies, ils ont gagné leur procès. Mais de toute façon, ces deux instances, hautes Non, instances, n'ont pas de droit force d'exécution. juridique. Voilà, donc ils émettent des recommandations. Donc globalement, ils respectent, ils vont à l'école sans se couvrir les cheveux. Euh, mais encore aujourd'hui, il y a des moments donnés où il peut y avoir des nouveaux professeurs qui ne connaissent pas ce que c'est ainsi, que ils rapportent assez régulièrement des marqueurs d'identité qui sont différents dans une société occidentale. Des professeurs qui disent qu'il n'y a que les filles qui ont les cheveux longs, par exemple, et que pour eux, c'est pas une question de genre, c'est une question de religion. Donc, Ah euh, oui, justement, pardon, puisque les cheveux sont considérés comme étant évidemment une création divine, est-ce que les filles aussi portent les cheveux très longs? oui. Oui, oui, Les tout deux. à fait. Mais elle ne Les- portait, c'est relativement récent que les filles commencent à porter des turbans, en fait. oui, voilà, il n'y en avait pas avant chez les Non. femmes. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui portent le turban également. En Euh, France, oui, en France, que j'ai vu lors des célébrations, des festivals, notamment par exemple Vaisakhi, qui célèbre la naissance de Guru Nanak, mais aussi de la formation du Khalsa, c'est-à-dire le moment où le dixième gourou va décréter qu'il faut porter justement, protéger les cheveux, peigner les cheveux, les garder propres, porter le kirpan, etc. Des femmes, effectivement, portent le turban aujourd'hui. d'accord. Et Mais alors, beaucoup moins, ouais, beaucoup on moins. en avait parlé avant. Je vous avais dit que j'avais une étudiante justement dans le master Légion qui avait travaillé sur les cycles de Bobigny, si je me souviens bien. Et plusieurs lui avaient dit que, en raison des problèmes dus aux attentats islamistes, beaucoup de gens pensaient que comme ils avaient des grandes barbes, c'était aussi des islamistes. Et donc, certains Sikhs, hommes, dorénavant en France, préféraient couper leur barbe pour pas qu'on les assimile à des terroristes islamistes. Ouais. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant là-dessus? C'est toujours d'actualité, hein. Bon, il y a des études en Grande-Bretagne qui démontrent que, parce que quand on va à la police et on déclare euh, qu'on a été agressé dans la rue ou que quelque chose s'est passé, en fait, c'est à la discrétion de la police d'indiquer, c'est le policier qui décide de pourquoi D'accord, ça s'est produit. Et que donc, dans la plupart des cas, le policier, selon des études d'un professeur qui se trouve à l'université de Birmingham, en regardant qui faisait la déclaration, les noms des gens qui faisaient la déclaration et les raisons pour lesquelles, c'est souvent considéré, quand un Sikh va y aller avec un turban, le policier va considérer que comme personne ne sait ce que c'est un sikh, ben, on a dû le confondre avec un musulman. Et oui. donc, c'est inscrit sous cette appellation-là, ce qui, cette professeure estime qu'il y a une conflagration d'à peu près 25% des cas qui sont considérés comme anti-musulmans, qui sont dirigés vers les sikhs, en fait. D'accord, oui. Il y a cette grande confusion. Effectivement, chaque fois que, il y a eu beaucoup de cas aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, au moment des attaques terroristes du 11 septembre, effectivement, les Sikhs sont pris pour cible parce qu'ils sont hautement visibles, en fait. Mais à la fois, ils sont invisibles. On ne sait pas qui ils sont, généralement. On confond ces gens avec d'autres. Et que donc les Sikhs sont tout à fait au courant de ça. Ils essayent, quand on les interviewe,
ils se distancient de l'islam radical. Ils indiquent clairement que, il y a cette confusion qui existe. Et que donc, ils font, dans certains pays, ils font des programmes de sensibilisation dans des établissements scolaires ou dans les villes, d'indiquer ce que c'est un sikh exactement. Et alors, est-ce qu'on pourrait parler là un petit peu de leurs activités, enfin de leur métier, parce que euh, on en avait discuté, moi je les ai vus au Canada beaucoup, et notamment dans les fermes des vallées où il y a les vignobles. Mm. Alors, mais vous m'avez dit qu'ils étaient très nombreux en Italie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont leurs métiers, peut-être pas préférés, mais en tout cas les métiers dans lesquels on va les retrouver davantage que d'autres? Ben, on les trouve en Italie en train ils sont principalement, ils sont les producteurs de fromage Parmesan. parmesan. Donc, voilà, personne ne le sait, mais même les Italiens ne le savent pas, ils sont rentrés dans ce métier. Euh, on pourrait estimer que parfois les immigrés occupent les postes qui sont les plus ingrats ou qui sont les moins rémunérés ou qui sont les plus difficiles, hein. Et c'est peut-être le cas dans ce cas-là pour l'Italie. En Grande-Bretagne, c'est un peu différent aujourd'hui parce que quand ils arrivent dans les années 50 et 60, ben, ils travaillent beaucoup dans le transport, des emplois Oui, que personne ne veut faire à l'époque, également dans la construction. Mais aujourd'hui, des générations plus tard, on a des cycles qui sont tout à fait, ils ont augmenté en statut social. Ils ont un taux de réussite universitaire qui est beaucoup plus élevé que la moyenne en Grande-Bretagne. Ils sont aujourd'hui tous les métiers, des avocats, de médecins, de tous les échelons de la société. Mais en France, encore aujourd'hui, ils restent, comme ils ne peuvent pas travailler pour l'État, ben, ils font des entreprises. Voilà, ils ont des commerces, ce genre de choses. Et c'est vrai que, comme vous avez dit, ils travaillent beaucoup dans le vin, alors que un sikh n'est pas censé boire. Ainsi que n'est pas censé fumer, il n'est pas censé prendre de la drogue, etc. Toutes ces choses, mais il travaille dans mais au Portugal, il travaille beaucoup dans l'agriculture, par exemple, dans la production des fruits et des légumes. Donc, je pense encore que ce sont des métiers. Travailler dans les vignobles, c'est un métier qui est difficile. Ah, c'est un métier dont on sait qu'en France que c'est un travail pour récolter au moment des récoltes, c'est des emplois qui sont occupés par des étudiants, par exemple, ou des des gens. gitans, beaucoup de gitans Ah, en Gironde et tout ça, oui, oui. oui. Mais ça m'avait vraiment frappé de voir leur temple, hein, en plein milieu de la Colombie-Britannique, dans les vignobles, hein, ça c'est tout à fait impressionnant. Alors, ce qui est intéressant aussi, est-ce qu'ils ont l'idée d'un retour possible et est-ce qu'ils gardent, quand ils sont dans la diaspora, l'idée de peut-être retrouver une espèce de patrie s'ils repartaient en Inde? Est-ce qu'il y a encore en Inde, Mm. et ceux dans la diaspora, cette espèce de désir de reformer une patrie? Enfin, je pensais au Kurdistan, là, c'est des problèmes un petit peu semblables pour ce qui est d'avoir une terre à soi, hein. Mais Mm. est-ce que ça perdure ou est-ce que c'est complètement oublié?
Alors pour certains, pas du tout. Il existe des Sikhs qui sont tout à fait contents là où ils sont depuis quelques générations et qui sont bien installés et qui ne veulent pas retourner vivre, mais qui retournent quand même régulièrement, hein, ils ont un attachement à ce territoire quand même qui est même si il y a on peut dire que le sikhisme, même si c'est localisé sur le Pendjab, il y a quand même des sites qui sont ailleurs en Inde et qui sont importants pour les Indiens, pour les Sikhs, qui se retrouvent ailleurs qu'au Pendjab. Mais c'est plus facile, étant dans le diaspora, de manifester son désaccord. Il y a notamment, on le sait très bien qu'il y a actuellement des référendums qui ont lieu un peu partout dans des pays comme il y en a eu en Italie, en Australie, en Grande-Bretagne, le Canada. On tient des référendums pour le Khalistan, c'est-à-dire ce pays. Cet État des Indiens, cet État des Sikhs qui se séparerait de l'Inde. Après, il y a d'autres. Il y a des gens avec qui j'ai parlé qui pensent que ça serait une bonne idée d'avoir un État qui serait entre l'Inde et le Pakistan, qui serait ami avec tous les deux, parce que quand même la frontière entre on ne peut pas plus traverser la frontière entre le Pakistan et l'Inde, même si les Sikhs, ils ont un corridor qui leur permet, ils ont une visa spéciale qui leur Ah permet oui, qu'ils puissent visiter les sites importants. Hein. Donc, ils ont le corridor de Kartarpur. Hein. d'accord. Mais oui, il y a des gens, et même en Inde, bon, il y a eu l'arrestation de Amritpal Singh qui était figure un peu emblématique d'intérêt pour un État du Khalistan, euh, qui effectivement crée des soucis. Euh, euh, Surtout, il y a aujourd'hui, s'il y a une montée d'une politique qui, qui protège ou qui va promouvoir L'hindouisme. l'hindouisme. Mhm. En Inde, on a de l'autre côté des personnes, s'il y a du nationalisme qui a une montée un peu partout dans le monde, ben, les Sikhs aussi ont la même montée de nationalisme, je dirais, et qu'il y a, surtout avec des jeunes aujourd'hui, hein, c'est la plupart des gens avec qui j'ai parlé sur la question du Khalistan c'est des jeunes hein, d'une trentaine d'années euh, qui ont grandi dans un autre environnement, peut-être, qui ont une envie oui, de rétablir cet empire qu'ils avaient autrefois, même si ça a duré peu de temps. Comme j'ai dit, ça, c'est devenu central à leur existence. Et alors, une question qu'on n'a pas abordée, c'est comment pratiquent-ils, alors évidemment, surtout en diaspora, mais même en Inde, comment pratiquent-ils hebdomadairement ou quotidiennement leur religion? Est-ce qu'ils doivent aller au temple, au Gurdwara régulièrement? Comment ça se passe? Alors, le temple, ils doivent prier en tout cas 3 fois par jour. Ah oui, voilà. Ils peuvent prier plus s'ils le veulent. Euh, Oui, euh, Souvent, on peut dire il n'y a pas de journée importante pour aller au Gurdwara. Souvent, on se retrouve à aller au Gurdwara le dimanche parce que c'est le seul jour de repos. Donc, d'accord. ils vont y aller, ils vont passer la journée. Effectivement, il y aura plus de monde le dimanche qu'un autre jour. Mais non, ils sont censés prier 3 fois par jour, le matin, le soir et avant de se coucher. Mais Et après, comment ils prient? Est-ce qu'ils récitent des textes, des prières apprises par cœur, ou est-ce qu'il y a une partie très personnelle?
C'est très personnel, mais oui, ils doivent se mettre le front par terre, ils doivent se prosterner devant ce livre sacré, le Guru Granth Sahib, quand il se présente devant. Ils doivent, oui, va leur donner de l'eau, ils doivent se laver, bien sûr, les pieds, ils peuvent effectivement dans le temple d'or, dans le bassin du nectar qui entoure le temple d'or, Amrit Sarovar, le bassin du nectar, oui, ils se baignent pour se ressourcer, euh, mais c'est quand même quelque chose de très personnel. Ils font des offrandes. Mais c'est quelque chose de très personnel en fait. D'accord, il n'y a pas vraiment je ne sais pas comment on pourrait réciter des mantras, des paroles de Bouddha dans le bouddhisme, qu'on doit réciter un certain nombre de fois. Il n'y a pas ce Euh, genre de non, prière. mais ils vont prononcer quand même Wahiguru, le nom de Dieu. Ils vont effectivement, oui, ils vont prononcer ce mot hein, en entrant dans le temple. Mais s'ils sont chez eux, les prières chez eux, elles sont comment quotidiennement? C'est des hymnes. Le problème, c'est qu'avec le gourou Granth Sahib, c'est tellement grand qu'ils ne pourraient pas avoir de copie chez eux. C'est Ah, ils n'ont pas le livre saint chez eux. non, ils ont des extraits qu'ils peuvent avoir, qui vont effectivement lire, qui sont euh, le, le gourou Granth Sahib on commence à le mettre ensemble en 1604. Ça portera le nom de l'Adi Granth au départ, hein, qui sera les hymnes, les poèmes des cinq premiers gourous. Après, en 1708, c'est Gourou Gobind Singh qui va récolter plus de documents, mais il faut pas oublier qu'il y a également il y a des textes qui sont des textes hindous, des textes musulmans en même temps. Il n'y a pas que des textes qui sont écrits par les gourous sikhs. Et, et je pense qu'il faut se rendre compte que en Inde, il y a plutôt une grande fluidité à des époques jusqu'au 19e siècle où ça se commence vraiment à se codifier, les gens commencent à se démarquer. Mais avant cette époque-là, déjà tous les Sikhs sont des hindous et des musulmans à l'origine. Donc Guru Nanak, il est issu d'une famille hindoue. Donc les gens, ils ont plus de fluidité. On peut voir des hindous qui vont dans des gurdwaras alors qu'ils sont hindous, ou des Sikhs qui vont aller dans des temples hindous. Euh, euh, c'est un peu fluide quand même à des moments donnés de l'histoire. C'est pas clairement délimité. Ça Et, deviendra par la suite. ouais. Et en France de nos jours, alors ils fonctionnent par quoi? Ils sont association 1901. Oui, Comment, normalement. alors est-ce qu'ils sont reconnus comme association cultuelle? Je suppose que oui. En tout cas, Ce ils qui sont permettrait, par exemple, d'avoir, vous savez, des des avantages subventions. fiscaux et des choses comme ça. Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils ont ça. J'ai le souvenir qu'ils sont des lois 1901, mais après, je ne sais pas. Euh, D'accord, euh, d'accord. mais c'est vrai, ils ont des comités, même s'ils n'ont pas quelqu'un qui dirige, ou qui est prêtre, ça n'existe pas, mais ils ont des comités C'est ça, oui, parce qu'ils sont obligés en France d'avoir
des représentants qui peuvent interagir avec les autorités gouvernementales. Oui, oui, forcément, oui. Ouais. Et pareil, au Pendjab, ils ont des comités qui vont organiser la vie quotidienne du Gurdwara. Ah, donc, mais voilà, ils- à la maison, ils vont souvent utiliser des hymnes ou des poèmes qu'ils ont, des copies qu'ils peuvent avoir chez eux. Mais D'accord. avoir le livre en entier, non, c'est pas possible. Et alors, leur grande fête, vous en avez parlé parce qu'on voit, on a régulièrement, enfin moi j'ai beaucoup de photos, puis enfin qu'on m'a donné très souvent, de leur grande fête justement, c'est une fois par an. C'est oui, C'est une fois par an, donc c'est oui, aux alentours du 10, 11, 12, 13 avril. Donc oui, ça a lieu dans tous les endroits où il y a des Sikhs, hein, notamment Vaisakhi, par exemple. Donc à Seine-Saint-Denis, il y a les gens vont marcher, ils vont prendre le gourou Grand Sahib, le livre sacré, ils vont le transporter à travers les rues. Il y aura une procession derrière. Et ensuite, ils entrent dans un parc que la mairie a prêté et qu'ils vont avoir ils vont faire la fête de la musique, il y aura à manger, ils vont se rencontrer, ils vont prier, il y oui, aura d'accord, ce genre d'activité. d'accord. Et alors, est-ce que si on conclut, parce qu'il a, ça fait un petit peu plus d'une heure que nous parlons, est-ce que on avait prévu, et vous aviez prévu, je crois, de parler de, justement, dans la diaspora, est-ce qu'on peut parler de transformation du sikhisme ou au contraire renforcement? Je crois Hmm. que c'est une de vos dernières diapos, là, voilà. Oui, tout à fait. Donc, ben, on peut dire que il peut en avoir pour certains. Je dirais qu'il y a une transmission peut-être plus consciente dans la diaspora, comme j'imagine parfois avec toutes les diasporas, quand on est en dehors de son territoire d'origine, on peut renforcer les éléments, ce qui peut indiquer pourquoi il y a une montée d'une notion de nationalisme dans notre diaspora. Euh, euh, Effectivement, il y a un renforcement. Il y a eu historiquement, d'une façon, toutes les campagnes de Turban sont un renforcement identitaire face à une minorisation. Je pense une façon de se démarquer des autres, de résister à ce qu'ils considèrent comme l'oppression, de ne pas pouvoir porter leur turban. Et là, ils vont s'unir. Ils vont devenir vraiment ils sont très unis, alors qu'ils peuvent avoir des désaccords entre eux, mais pour ça, ils vont s'unir, hein. Ils vont s'entraider financièrement, hein. Il y a les Sikhs britanniques qui ont financé, qui ont aidé financièrement pour faire les procès. Faire un procès à la Cour européenne des droits de l'homme, ça coûte énormément. Et donc, les Sikhs vont partager, ça va traverser les frontières et ça connaîtra pas de frontières en fait. Et ils vont s'unir pour ça, alors que, bien entendu, on peut pas essentialiser les Sikhs, ils sont très différents. Et ils sont très différents parce qu'ils sont dans une vie différente dans chaque pays. Hein, D'accord. la vie au Canada, c'est pas pareil qu'en Grande-Bretagne ou en France. Ouais. Alors, si vous voulez, avant qu'on arrête et qu'on demande aux amis qui nous écoutent s'ils ont des questions, si vous arrêtez votre partage d'écran, je Oui. vais montrer une ou deux photos. Alors, si vous arrêtez le partage d'écran, c'est bon? Voilà. Si vous arrêtez, Je ne sais pas si je l'ai arrêté, je pense pas. non, il est toujours à share screen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Sangaravelou, vous qui connaissez bien l'Inde et qui connaissez bien les cycles, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Milne. Bonjour. Nous devons remercier le professeur Milne
pour son exposé extrêmement riche et dense. Et c'est difficile quand même, en une heure, de résumer toute l'histoire du sikhisme et l'actualité sikh. En tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions à lui poser pour m'en parler. Je voudrais juste attirer notre attention sur 3 points très courts et avoir éventuellement sa réaction là-dessus. Premièrement, le sikhisme, par définition, est une sorte de religion syncrétique entre l'islam et l'hindouisme, qui s'est développée socialement dans le nord-ouest de l'Inde, non sans raison, parce que c'était une religion de limes, la frontière entre l'hindouisme et les envahisseurs musulmans venus de l'ouest. Et dans le fond, les Sikhs, au départ, seront, pour se référer un peu à notre culture latine, romaine, ce sont des soldats paysans. Ce sont des soldats qui ont défendu l'hindouisme au départ contre l'islam et qui ont été amenés à s'installer sur place, à coloniser ce qui est aujourd'hui le Punjab. Et ils ont gardé de cette culture du passé, de leurs origines, une sorte d'attachement d'une part à la terre et un attachement à des fonctions viriles, fonctions militaires. Et ça se traduit aujourd'hui encore, après des siècles, dans leur comportement socio-professionnel. En Inde, par rapport à leur nombre qui est relativement limité, M. le président Mill l'a dit, par rapport à leur nombre, il y a une proportion beaucoup plus élevée de Sikhs dans l'armée indienne. Ça, c'est un point important. Et donc, ils ont une culture de la force, une culture de la virilité, une culture de la défense de leurs intérêts et de leur identité. Et deuxièmement, ils sont aussi très attachés à l'agriculture sous toutes ses formes. Ce qui fait que dans la diaspora, et M. Mill l'a bien expliqué, dans la diaspora, ils sont très impliqués dans l'agriculture adaptée aux différents pays, que ce soit la viticulture, que ce soit l'agriculture paysanne, l'agriculture vivrière, etc., etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je voulais souligner, dans la diaspora, les Sikhs ont une grande capacité d'adaptation, malgré leur recherche identitaire, malgré le fait qu'on peut les identifier avec leur turban en particulier. C'est devenu une sorte de jeu de mots. On en parle souvent, le turban des Sikhs. Mais ils ont gardé une grande capacité d'adaptation, selon les pays. Grande-Bretagne, France, Italie, Canada, États-Unis, etc. Et cette adaptation leur permet de s'intégrer progressivement, en fonction de leur nombre, bien entendu, de s'intégrer dans la société dans laquelle ils sont installés. C'est le cas en Grande-Bretagne. Ils ont connu une grande ascension sociale, socio-économique. On est à tous les niveaux, non seulement, là, M. Limine l'a bien expliqué, à tous les niveaux de la vie économique et sociale de la Grande-Bretagne, jusqu'à la Chambre des Lords. Tout à fait. Et ensuite, le troisième point, dans la diaspora, je soulignerai l'importance, la spécificité de la diaspora canadienne. Ce n'est pas le sujet de M. Mill, hein, mais il l'a évoqué. Au Canada, il y a une forte communauté sikh qui se distingue par la virulence de la défense identitaire et le soutien qu'elle apporte aux Sikhs et aux revendications sikhes indépendantistes de l'Inde. Et aujourd'hui encore, vous savez, récemment, vous avez dû entendre parler de cela, il y a eu un incident diplomatique très fort entre le Canada et la France, et l'Inde, pardon, Canada et l'Inde, parce que les services secrets indiens ont, semble-t-il, supprimé, éliminé physiquement un résistant, un opposant sikh installé au Canada. Ça a créé un incident diplomatique très fort entre le Canada et l'Inde. Donc, c'est vous dire que je me termine là-dessus, et M. Mill l'a bien montré, que la diaspora est extrêmement fluide, alors en même temps identitaire, capacité d'adaptation très forte, et en même temps affirmation de son identité à travers non seulement la religion,
mais aussi la culture. Et l'apport de la musique punjabi, sikh, Bhangra, le Bhangra en particulier, dans la musique pop anglaise, c'est extraordinaire. C'est devenu presque une musique nationale euh, britannique, comme le rôti, comme Oui. autre plat biryani et autres, serait un plat typiquement britannique. Voilà, je voulais vous dire cela parce que le sikh se constitue, même en Inde, Oui. constitue une communauté extrêmement, comment dire, marquée, Oui. reconnue et respectée. Et Oui. respectée. Voilà. Merci mille, merci encore. Merci Eh ben, Bernadette de nous avoir permis d'écouter cette très... merci à vous, Monsieur Merci. Sagarabello. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Andrew, ou est-ce qu'il y a des questions? Ah, mais je suis entièrement d'accord. D'une façon, on le sait que la diaspora sikh est effectivement un composant énorme de l'armée, surtout de l'armée britannique en Inde. On le sait, ils sont transportés à la Première Guerre mondiale en France pour pour défendre la Grande-Bretagne et la France. Et à la Deuxième Guerre mondiale, pareil. Donc, il y a même, j'ai trouvé dans les archives, il y a même quelques-uns qui restent sur place, qui font leur vie. Il y en a peu qu'on peut retrouver, mais il y en a quelques-uns qui décident de ne pas repartir, hein, et de rester sur place à la Première Guerre mondiale. Donc, et effectivement, je suis totalement d'accord. Ils ont cette adaptation, cette capacité de s'adapter. Ils vivent pas pareil, mais ils sont toujours sikhs quand même. Et les sikhs de France se considèrent pleinement sikhs. Ils s'adaptent au fait qu'ils ne puissent pas porter Oui, euh, le turban, mais ils se, voilà, ils se considèrent pas pas moins sikh, ça c'est vrai. Et au Canada, vous avez entièrement raison. Ils sont les premiers dans la lutte pour la diaspora et pour un État du Khalistan, hein. Et même au Canada, ils sont pareils qu'en Grande-Bretagne, ils sont des membres élus du Parlement, ils ont beaucoup d'importance, hein, politiquement, hein, ça c'est vrai. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois Mylène. Ruti. Alors, il faut mettre votre micro, Mylène. Euh, Appuyez sur le petit bouton en bas à gauche de votre écran où il doit y avoir marqué muet. Voyez le micro? Allez-y. Ça y est, je crois. Vous Oui, m'entendez? ça marche, oui, ça marche. Oui. Est-ce que les femmes sikhes ont le même statut que les femmes en Inde? Est-ce que c'est les mêmes coutumes de mariage? Parce que, on parlait beaucoup de soumission chez les femmes indiennes, l'obligation d'aller dans les familles du mari, les problèmes de dot. Est-ce que c'est toujours pareil? Je dirais que il est censé avoir une égalité totale, hein. Mais bon, entre ce qui est censé avoir et la vérité, il y a peut-être un écart. Je sais en tout cas que dans la diaspora sikh, par exemple, souvent il y a des mariages qui sont arrangés, par exemple en France. Mais souvent, quand on demande à une agence matrimoniale qui est spécialisée dans les sikhs, ben les hommes sikhs vont demander, par exemple, que son épouse ou son future épouse travaille, par exemple. Parce que il voudrait aussi, il demande qu'elle vienne de l'Europe, et pas de l'Inde, par exemple, pour qu'elle soit plus européanisée, pour qu'elle soit plus à même éventuellement de connaître comment c'est de vivre en Europe. Donc, cette égalité, oui, en principe, il y a une égalité totale, mais après, la réalité de la chose, je fais pas de la recherche sur ça, mais ça,
Ça peut ne pas être aussi total qu'on pourrait imaginer, oui. Ben, il y a le poids des coutumes. Ça Voilà. peut être très lourd. Hmm. Ouais. Et alors, justement, pour continuer cette question-là de Mylène, est-ce qu'il y a des mariages interethniques ou interreligieux, ou est-ce qu'ils se marient nécessairement entre eux? Alors, la définition d'une ethnie, c'est qu'ils pratiquent l'endogamie, oui, L'endogamie, oui. l'endogamie, voilà, qui se marient entre eux. Ça, c'est une critère d'une ethnie. On va dire que globalement, oui, ils le font. Il n'y a rien qui empêche dans le mariage qu'ils se marient en dehors de leur religion. Mais voilà, en général, j'ai rencontré en général, ils se marient entre eux. Mais Vous avez rencontré des couples mixtes? j'ai déjà rencontré des couples mixtes, ça c'est vrai. Ils ont une cérémonie de mariage qui s'appelle Anand Karaj, dans laquelle ils marchent dans les sens des aiguilles de 4 fois en écoutant 4 hymnes autour du Guru Granth Sahib, à la même vitesse. Mais l'homme va se rattraper à la femme à un moment donné. Donc, bon, c'est une égalité qui existe, mais il y a l'homme qui va rattraper la femme, par exemple. D'accord. Et est-ce que on peut se convertir au sikhisme si on n'est pas d'origine indienne? Ah oui, on peut se convertir au sikhisme si, peu importe d'où on vient dans le monde. Les Sikhs ne pensent pas que, on pourrait imaginer que puisqu'ils croient dans le fait que tout le monde est habité Par à la Dieu, fois oui. par Dieu et est Dieu lui-même parce que Dieu est partout, on pourrait imaginer qu'ils imaginent que tout le monde est sikh. Ils n'imaginent pas ça, mais ils imaginent que tout le monde a la capacité de devenir sikh. Euh, ils pratiquent pas la conversion, ils font pas du prosélytisme pour convertir les gens, en fait. Ils parlent de leur religion, ils sont toujours passionnés Musulman. par ça, mais ils ne sont... ils, ils font pas activement une conversion de quelqu'un, en fait, hein. C'est à la personne de décider, comme la personne doit méditer sur sa propre existence, son propre existence et sa vie, c'est à la personne, l'individu de le faire. D'accord. Alors, je vois une question de Dominique Driot. Vas-y Dominique. Alors, je voudrais, enfin bonjour, hein, merci pour la conférence très intéressante. Je voulais juste dire un fait et poser une question. Alors le fait, c'est que j'ai eu l'occasion l'an dernier d'aller à Barcelone et dans le centre de Barcelone, la moitié des livreurs de pizza à bicyclette sont des Sikhs avec turban et alors ma question c'est pour un Sikh, qu'y a-t-il après la mort? Alors, pour les Sikhs, bon, pour la première remarque sur les Sikhs à Barcelone, souvent, ce qui se passe, c'est que quand on migre quelque part, en fait, on va se rattacher à une communauté, on va retrouver ceux qui sont semblables à nous, et ces gens, ils vont petit à petit, bah, les premiers, les pionniers, ils vont travailler dans certains secteurs. Donc, quand les amis ou la famille arrivent, ben, eux aussi, ils vont travailler dans le même secteur parce qu'on connaît quelqu'un qui pourrait les employer et que donc ça grandit de plus en plus. Et c'est habituel de cette manière-là, quand on vit en communauté et on fait de l'entraide, on fait ce genre de comportement et donc on se retrouve avec des gens qui travaillent effectivement dans des secteurs qui sont soit chauffeurs de taxi aux États-Unis, par exemple, Ou à Londres. ou à Londres, et, et donc des secteurs d'activité deviennent des secteurs cœur de métier pour certaines personnes, alors que peut-être ils ne sont pas destinés à travailler là-dedans.
Et donc, une vie après après mort, oui, pour les Sikhs, ils croient dans la réincarnation, euh, tout en sachant que les Sikhs pensent que, ils doivent vivre dans le présent. Ils ne doivent pas emmagasiner aujourd'hui que des bons actes et de réussite et de donner aux autres aujourd'hui en espérant une vie après la mort qui serait meilleure. Ils doivent le faire aujourd'hui euh, euh, avec cette notion de seva, c'est-à-dire sans intérêt. En tout cas, c'est ce qui est l'idée qui est derrière ça. Seva, ça veut dire ils font un sacrifice d'eux-mêmes, de désintéressement, donc ils doivent vivre leur vie aujourd'hui sans penser à ce qui pourrait devenir dans une vie après la mort. Mais ils croient dans la réincarnation. Mais ils croient dans le sens que il pourrait être réincarné, pas forcément dans un être humain, il pourrait être réincarné dans n'importe quel objet, forme, énergie, tout, parce que Dieu est partout et que donc il pourrait être réincarné dans un objet et ça leur irait bien parce que Dieu habite cet objet et que Dieu est partout. Donc euh, voilà, ils croient en ça. D'accord. Il n'y a pas l'idée de punition. Si on a mal agi, on va être réincarné dans une forme inférieure. Il n'y a pas Bah, cette idée-là. c'est- ça pourrait exister, mais j'ai déjà discuté avec un sikh sur ça. Pour lui, il ne voulait pas envisager, il voulait bien vivre sa vie aujourd'hui aussi bien qu'il pouvait pour l'intérêt d'aujourd'hui, parce qu'il pourrait mourir demain, et que donc, s'il mourait demain, ben, il voudrait partir en sachant qu'il a tout fait dans cette vie, et pas pour la vie d'après. Donc, mais effectivement, euh, la question était évitée dans ce sens-là. Mais c'est pas une notion de non qui est clairement définie de ils vont être recréés dans une forme inférieure, en fait. D'accord, d'accord. Alors, Michel Coll, je vois que vous avez ouvert votre micro. Oui, j'espère que vous ne l'avez pas déjà dit, mais d'où vient le terme de sikh? Est-ce que ça a une signification particulière, le mot sikh? Oui, ça veut dire étudiant. Donc, les Sikhs apprennent tout au long au long de leur vie. Voilà. Et le principe de leur religion, c'est d'apprendre. Voilà. D'accord. Mais c'est dans quelle langue? Alors, en sanskrit? Oui, en sanskrit. Oui. Et est-ce qu'ils ont leur propre langue? Parce que vous avez dit qu'ils avaient leur propre façon d'écrire. Oui. Est-ce qu'ils ont une langue à eux? Et ils parlent le Pendjabi. Punjabi, oui. Donc, mais bon, le Pendjabi peut être parlé par d'autres personnes hein, aussi que les Sikhs. Mais oui, c'est leur langue. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut appuyer sur le petit bouton réaction ou alors lever la main et je regarde la galerie. Si quelqu'un veut poser des questions, dites-moi. Non? Alors, s'il n'y a plus de questions, moi je n'en vois pas, vous n'en voyez pas non plus, Andrew? Non? Non. Dans ce cas, bah écoutez, je vais vous remercier. Moi, je suis ravie de vous avoir entendu, puis d'avoir vu beaucoup d'amis qui vous suivaient avec intérêt. Donc, comme nous l'avions dit au départ, c'est enregistré, et puis après, je le mettrai dans assez vite hein, sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu suivre. Voilà. Donc, merci infiniment, Andrew. Ben, merci à Euh, vous et merci à tous les gens qui ont merci à vous tous de assisté. m'avoir suivi. Et donc, j'arrête la réunion. Au Merci à revoir. vous. Alors, Voilà. en principe, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Dalai Lama et de sa succession. Oh là là, c'est bien. Non, c'est pas sûr. Au revoir à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Merci, Andrew. Au revoir, monsieur. Merci.